Bonjour, vous êtes sur Rivage, Rive est à la page, l'émission littéraire de Rive FM. Et aujourd'hui, c'est Xavier Massé qui est notre invité. Xavier est un ami, alors je vais me permettre de le tutoyer. Xavier est né à Roussillon. Il habite à Saint-Étienne, si je ne m'abuse. Pas du tout. Pas du tout. Ça commence bien. Ah, ça commence bien, zut. Alors, il faudra que je revoie mes fiches. Mais en tout cas, on s'est rencontrés sur Saint-Étienne, donc je pense que tu es très présent sur la zone et qu'on peut te considérer comme proche de nous. Et tu as écrit 3 thrillers. 3 thrillers qui sont donc sur la table, que nous allons présenter. Le dernier étant Némésis. Et tu nous parleras peut-être d'un 4e thriller. Alors, Xavier, comment es-tu venu à l'écriture ? Bonjour Sandrine et merci de m'inviter à Rive FM. Je t'en prie. Alors comment je suis venu à l'écriture, c'est un peu par hasard. J'étais pas du tout prédestiné à ça. On va dire dans l'éducation, j'étais plus matheux que français. Mes profs de français n'arrêtaient pas de me le dire. Dès que je faisais une rédaction, vous avez de bonnes idées, mais c'est une catastrophe. Et gros sportif, jusqu'à des blessures à répétition. Et un jour, par hasard, dans le train, il y avait des travaux, et ce qui fait que j'avais 1h30 de trajet le matin et le soir, j'avais des idées de scénario, et j'ai commencé à tapoter sur mon ordinateur. Alors pour faire l'historique, en fait, je suis fan de cinéma depuis tout petit, donc j'ai baigné dedans grâce à mon frère, enfin on peut dire grâce à mon frère, où j'ai regardé des films interdits à l'âge de 5, 6, 7 ans, fantastique, horreur, thriller, polar, et j'avais toujours des idées qui étaient en train de germer, voilà, mais qui ne sont jamais sorties. Et voilà, j'ai commencé à tapoter sur mon ordinateur petit à petit, 1 page, 2 pages, 3 pages, et sans pour autant avoir l'idée d'écrire un livre. Et arrivé au bout, et ben, ça donnait répercussion. En 2018, c'est ça ? Alors, il est sorti. Le prix, tu l'as obtenu en 2018. Voilà, il est sorti en 2016. Alors il y a tout un chemin à faire entre l'écriture, trouver une maison d'édition. Déjà, j'étais un néophyte complet. On tape maison d'édition sur Google, on tombe sur Plomb, Flammarion, voilà, on tente sa chance sans trop savoir, et puis après on commence à comprendre un peu le système. Et j'ai trouvé une maison d'édition, Yes Édition, qui a adoré le scénario. Et donc j'ai été publié en 2016 et pareil, j'ai débarqué un peu dans le milieu du polar et des réseaux, savoir les blogueurs, Facebook, comment se faire connaître. Et j'ai mis le pied à l'étrier un peu plus grâce à Dora Suarez, où j'ai remporté le prix du premier roman en 2018 avec répercussion. Wow, donc ça a été fulgurant au final, ces dernières années que tout s'est mis en route très rapidement. Oui, on peut dire que je suis un jeune auteur parce que nous sommes en 2022, donc c'est ça, oui, c'est un jeune auteur. Oui, c'est ça, jeune auteur avec 3 romans, 4e qui va sortir en février, il y a un 5e sous le coude. Oui, c'est un peu une révélation, c'est vrai. Le fait d'avoir réussi à sortir un premier roman, bon, c'était une fierté, évidemment, une concrétisation. Le fait de gagner un prix, ça m'a conforté. En fait, dans l'idée, j'avais fait quelque chose qui avait plu. J'avais d'autres idées et j'ai continué. Et tu étais bon en français, contrairement à ce que les enseignants avaient pu laisser entendre. Alors bon en français, ça reste quand même compliqué pour moi. On va dire que c'est quand même mon talon d'Achille. L'écriture va assez rapidement, la correction me demande le double de temps. Mais voilà, mais rien n'est impossible. J'ai envie de dire, bon, j'ai réussi, on prend de la maturité, on comprend un peu mieux à jouer avec le langage et jouer avec les mots. Mais ça reste quand même compliqué. Et j'ai envie de dire, pour revenir à ce 2e roman, c'est vrai qu'on est heureux de sortir le premier, on a envie de sortir le 2e, mais c'est un peu une marche encore un peu plus importante parce que on sent qu'on va être attendu au virage. Tout à fait, si le premier marche bien, c'est pour le 2e. C'est ça, j'avais beaucoup plus de stress au 2e qu'au premier. Parce que ça va être à la hauteur de ce qu'attendent les lecteurs. Le premier, on était à la découverte, on croise les doigts en espérant que ça plaise, mais on n'a aucune idée finalement du nombre de plaisantes finalement, ou quelle est la hauteur de ce qu'on attend de nous. Arrivé le premier, on a posé une barre, on se dit il faut au moins arriver à la même barre, et si ce n'est plus. Donc c'était le gros coup de stress. Et là c'est gagné puisqu'après tu incorpores les éditions de Tornada et que tu restes chez eux pour les opus suivants. C'est ça. En fait, donc le premier Répercussion est sorti chez les éditions. C'est une maison d'édition qui me tenait à cœur, qui me tient encore à cœur, et je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, mais on s'aperçoit du fonctionnement de l'édition. C'est-à-dire qu'il faut un distributeur, un diffuseur, et c'est vrai que le nom du livre, c'est une machine, et c'est vrai qu'il faut être en librairie.
Et c'est là qu'on apprend que des maisons d'édition, ça crante petit à petit, mais je voulais garder quand même une maison familiale. Et j'ai quitté Yes Éditions et j'ai proposé donc mon manuscrit à Tornada, chez Tornada, et L'inconnu de l'équation. Ils ont accroché tout de suite. On a accroché même tout de suite au-delà du livre. Ça a gardé un côté familial que j'aimais. Et que j'aime toujours d'ailleurs, avec une équipe. On s'appelle la Team Tornada, un groupe d'auteurs très solidaire. Et oui, je continue avec eux, parce que pour moi, ça marche très très bien, on s'entend bien, leur fonctionnement me plaît bien, enfin, moi ça me va parfaitement, quoi. Il y a ce côté équipe dont tu parles donc, dans le cadre du milieu éditorial, et puis comme tu dis, il y a tout ce boulot avec les blogueurs aussi, les bêta-lecteurs, les préparateurs. Donc toi, sur un texte, il y a un gros travail de réécriture. Tu dis une fois que le scénario est trouvé, le premier jet est sur le papier, ensuite tu fais appel à des personnes qui t'épaulent. Ouais, c'est ça. J'ai pas honte de le dire. Mais tout à fait, on se fait corriger sur différentes façons. En fait, il y a le côté, on va dire, littéraire, grammatical, syntaxe. De toute façon, quand on se relit, alors on va voir des choses, on peut relire 10 fois, on va passer sur des fautes qui sont aussi grosses que les sur la figure. De toute façon, surtout, je fais des scénarios, tu les as lus, très imbriqués. Oui. Et c'est complexe. Je relis mes 10 pages à chaque fois, je repars dans le scénario, et à la rigueur, je vais voir toutes les incohérences de l'histoire, mais je vais rien voir d'autre. Oui, la lecture, elle est sélective, tu vas chercher les incohérences. Voilà. Et voir si tout fonctionne par rapport à toutes ces attentes. C'est ça. Et donc, j'ai besoin d'aide sur le côté grammatical et aussi sur des spécificités bien précises. Aujourd'hui, j'ai 3 principales bêta-lectrices, une avocate, une infirmière et une policier. Voilà, je sais pas si on dit policier, policière ou flic. Comme tu veux, voilà, peu importe. Mais voilà, c'est les 3 domaines. Alors naturellement, je ne me prive pas d'avoir peut-être un autre bêta-lecteur dans un domaine, enfin tout dépend du domaine qu'on aborde. Mais donc elles ont des compétences de chacune dans leur catégorie qui permettent de traquer tout ce qui a une cohérence. Voilà, c'est ça. Donc il y a déjà 3 bêta-lectrices là-dessus. J'ai une correctrice grammaticale qui repasse encore derrière moi, et sans compter la correctrice de la maison d'édition de Tornada. Oui, donc il y a au moins, en plus de mes relectures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 relectures au minimum et de corrections sur le bouquin. Et c'est ce qu'il faut, tout ça. Oui, mais ça, il y a peu de gens qui se rendent compte en fait de ce travail d'équipe et du nombre de relectures avant de valider un bon à tirer. Il y a une frustration quand un lecteur te dit « je l'ai lu en 2 jours ». Alors on est très content, mais c'est vrai qu'on se dit « tiens, il y a un an de boulot qui ont été mis en 2 jours ». C'est ça. Mais c'est gagné, ça veut dire qu'en fait, dès qu'on s'est lancé dedans, on a voulu aller jusqu'à la fin et on a découvert ça en quelques heures de lecture. C'est un peu mon but. Pense à un film, tu le regardes en 1h30, 2 heures, t'imagines le nombre de mois de travail derrière. Mais en plus, je vais pas m'en priver. Surtout que tu travailles avec des schémas un peu cinématographiques. Complètement. Alors, je suis inspiré de cinéma. C'est vrai que j'ai un style particulier dans l'écriture. J'ai un langage particulier, un peu un franc-parler. Je m'immerge énormément dans le cinéma et je visionne toutes les scènes comme si on était dans une salle de cinéma. Tu es spectateur de ton livre en fait. Complètement. Et mon but est vraiment d'embarquer le lecteur pour qu'il soit comme dans un film au cinéma. Donc, si il peut le lire en 2 heures, eh ben c'est parfait, c'est que c'est gagné. C'était complexe parce qu'en plus, tu es aussi le narrateur. C'est-à-dire, à chaque fois dans l'histoire, tu incorpore un des personnages. Kevin White, par exemple, dans le premier. Dans le deuxième, tu es la flic, ou fliquette, ou je ne sais pas, policière, on va dire, pour revenir sur les mots. Je crois qu'elle s'appelle Amandine, mais on dira assez rarement son prénom. Et dans le dernier, tu es aussi David. J'adore. Tu es toujours un des personnages. Ouais, alors, il y a plusieurs personnes dans ta tête. C'est un peu ma marque de fabrique. Je trouve déjà, quand on parle au jeu, le lecteur rentre complètement dans le personnage. Beaucoup plus que par la narration. Alors après, c'est un peu comme une confidence, on a l'impression tout de suite que ça va être honnête, sincère, il nous raconte sa vie, on y croit, on rentre dedans. Et je pense qu'on vit à sa place. C'est-à-dire que je pense que les émotions sont peut-être même plus faciles à être incorporées par le lecteur en étant au jeu, parce qu'on va se mettre directement, comme David dans Nemesis, on enquête avec lui. Kevin White, on essaie de comprendre ce qui lui arrive, quoi. Et je trouve que le jeu, ça m'est très approprié. Alors je mets une parenthèse parce que j'essaie malgré tout, dans chaque roman, on va dire que j'ai mis une directive dans la complexité. Tu choisis quel personnage déjà tu vas incarner. Voilà, c'est ça. Lequel s'y prête, etc. Et après, il a une recherche sur lui-même, ce personnage. Exactement. Il enquête sur lui-même au final. Il y a beaucoup d'enquêtes sur lui-même. Je suis très psychologique au niveau de mes scénarios, mais on va dire que j'ai une trame de base. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir un scénario complexe
un personnage qu'on va aller fouiner, rechercher, qu'on va aller tracasser un petit peu. Mais malgré tout, j'essaie toujours d'apporter un style différent à chaque roman dans la structure. Quand on voit Répercussion, il y a un système d'amnésie avec un système de retour. C'est très particulier, mais ça je pense qu'on peut le dire parce que sans spoiler, c'est un petit peu le départ de l'histoire. Kevin a quand même un souci qui fait qu'à 17h, il oublie totalement ce qui va se passer dans la suite de la soirée et de la nuit. Il se réveille le lendemain matin et il y a des morceaux entiers de sa vie qui sont finalement effacés. Il est amnésique. Or, il se réveille dans la salle des coffres. Un casse vient d'être fait dans une banque à New York, ça se passe aux États-Unis. Et il se demande en fait quel est son rôle dans tout ça. Et forcément, il est soupçonné de la disparition de l'argent. Donc c'est une enquête à la fois une enquête extérieure et puis lui-même qui essaye de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il n'a aucun souvenir depuis 17h. C'est ça, c'est le principe, c'est une double enquête. Lui-même qui va être relâché forcément au démarrage par les flics parce qu'ils n'ont rien. Donc il va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il disait là, on va repartir fouiner dans son passé cette histoire d'amnésie et forcément les flics qui ne veulent pas le lâcher parce qu'il est le suspect numéro 1. Bah oui. Et le jeu de cette amnésie fait qu'en parlant à la première personne du jeu, on a l'impression que lui-même ne sait pas, quoi. À chaque chapitre, lui il se réveille en ayant oublié ce qui s'est passé, donc il avance l'histoire sans s'en souvenir, mais toi lecteur tu sais ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'en fait on lit un petit peu en décalage entre le personnage et le lecteur. Donc c'est l'effet un petit peu de structure que j'ai voulu donner tout le long en avancement. C'est une sorte d'avancée décalée. Je crois que c'est le choix de la couverture aussi, de montrer qu'il faut imbriquer toutes les pièces et comprendre vraiment du coup de quoi il retourne, sachant qu'il s'est laissé quand même pas mal d'indices pour essayer de pas oublier ce qui se passe. C'est ça, c'est petit à petit il va comprendre qu'en fait il s'est laissé des indices etc. C'est assez complexe. Sur cette histoire jusqu'à arriver aux dernières pages. J'ai voulu vraiment tirer le scénario jusqu'aux 3 dernières pages où j'essaie de faire croire au lecteur qui sait, le croire savoir et qui finalement il met la place à poser la place de départ. Je suppose, toi tu as le plan total. À partir de quel moment je vais donner tel élément, tu fais un schéma? Alors, bien que les scénarios sont assez ficelés, je n'ai rien à l'avance. Ah ouais, d'accord. Même pas de plan, même pas la fin, même pas le prochain chapitre, je n'ai rien. Par contre, cette histoire de dosage, pour moi, le thriller, c'est une alchimie. C'est-à-dire le dosage de parsemer les bons indices au bon moment, à quel timing, ça par contre, je pense que je le maîtrise assez bien. C'est un peu une musique. C'est un peu une musique, c'est exactement. Il faut savoir doser et orchestrer tout ça. Par contre, ce que je mets dedans, je n'ai absolument pas. Mais du coup, ça veut dire qu'après, tu te relis de nombreuses fois pour vérifier que tu n'as pas contredit quelque chose, t'es dans une direction qui finalement ne pouvait pas expliciter ce qui s'était passé avant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce que tu rajoutes, tu gommes, tu refais. Tu dois repartir en arrière pour l'incorporer et lui donner tout un lien et une logique. Alors, ça peut être un reproche. Je construis à l'envers, en fait. Je construis à l'envers. Alors, peut-être ce qui fait que mes romans sont assez complexes au niveau scénario, que ça fonctionne bien, mais oui, il faudrait peut-être faire un plan, travailler les personnages, etc. Mais j'ai beau me le dire, et j'y arrive pas. Donc, je me laisse porter. En fait, c'est surtout, sur chaque roman, j'ai une idée de départ un peu complètement insolite. Un braquage de banque avec un amnésique. Némésis, c'était un village avec des disparitions d'enfants du jour, qui disparaissent et qui réapparaissent dans un état chaotique. Voilà, voilà, et c'est mon principe. Et après, vogue la galère, on voit chaque chapitre, on incorpore des éléments, des personnages, des lieux, des indices. Mais voilà, s'il y a quelque chose d'intéressant, on repart en arrière, on incorpore tout. Ça, c'est pratique l'ordinateur, par rapport au manuscrit avant, où il y a pour écrire. C'est un outil magique. Là, tu parles d'un village d'enfance, du coup, c'est un peu ton village, Assio? Alors, Assio, oui, c'est mon village d'enfance, et Dieu sait qu'il est beau. J'ai fait... le pauvre, t'as fait tomber à culpa à la fin, tu l'as malmené. Ah oui, tout le monde en prend plein la tronche, comme on dit. Et ton ami d'enfance, Vincent? Oui, alors mon ami d'enfance, oui, je l'ai embarqué avec moi, mais je pense... Il était consentant? Je pense aussi au maire, au prêtre, un peu à tout le monde. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui m'a plu dans le village, c'est le décor. C'est-à-dire que je voyais souvent, j'habite à côté à Ville-sous-Anjou, je passe devant tous les jours, et c'est vrai que c'est un village un petit peu des terres froides, il y a la pierre, il y a le petit côté vieux village et les nouveaux lotissements qui se sont construits, et c'est vrai que j'habite juste en face des forêts, il y a les terres froides, le brouillard épais chaque matin, et ça faisait vraiment penser à un village, des fois des scènes très très glauques. Et c'était oppressant. Je me baladais avec mon fils de 7 ans dans les bois plusieurs fois. Et je m'imaginais des trucs horribles. Alors peut-être l'affection d'avoir un enfant et d'avoir
C'était ça, je voulais toucher la corde sensible, qu'est-ce qu'on a de plus cher au monde, et la peur de le perdre. Alors, et ce roman-là, quand tu remarqueras par rapport aux deux autres... Ah oui, il est très très dur en fait. Il est très dur, et dans la structure, il est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. Il est linéaire. C'est-à-dire qu'on est dans une enquête. Et je me suis dit... On a que des flashbacks vers la fin. Mais voilà, on a des flashbacks vers la fin, et c'était l'idée... On avance dans une enquête. Voilà, dans une enquête, j'ai envie de dire le principal d'un roman, d'un polar, et je me suis dit, mais si tu fais ça, qu'est-ce que tu peux faire pour dénoter du reste? Il y a tellement de romans dans ce style-là, si tu balances un roman avec un tueur en série qui kidnappe des enfants, on les retrouve dans un état chaotique, oui bon, et après, et alors? Et je me suis dit, il faut que tu trouves la corde la plus sensible qui soit. Donc je suis parti très très loin. Je me suis dit déjà les nourrissons. Et après, le seul problème, une fois qu'on dit ça, il ne faut pas que ça soit gratuit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de gore, cette violence. Il faut que ça soit subjectif, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, un scénario extrêmement en lien, lié avec la noirceur. Au choix de la victime, tout à fait. Au choix de la victime. C'est pas n'importe qui, il y a une raison. Voilà, et en plus, il y a un côté un petit peu il y a un côté mystérieux. Ils disparaissent, ils réapparaissent, un peu, il y a un filet de fantastique. Oui, ça fait un peu Seven au final, parce qu'on a des indices, et ces indices-là mènent à un nouveau meurtre qu'on ne peut pas empêcher. Donc on a ce côté-là, arrêtons la machine. C'est ça, et... un côté un peu pressant. C'est ça, pour moi, à chaque bouquin, j'ai des références cinématographiques, et pour moi, c'était un mélange entre Seven, Les Rivières Pourpres. J'étais très inspiré sur ces deux films, où à l'inverse, Répercussion, on était plus dans le style Memento, et L'inconnu de l'équation, c'était plus le film Usual Suspect. Oui, voilà. ça aussi j'y ai pensé. Les Rivières Pourpres également pour l'ambiance en fait. Ouais, et le côté communautaire, le fait que ça soit interne à un village où finalement c'est comme s'il y avait deux familles, deux camps entre agriculteurs. C'est ça, les anciens, les anciens et la nouvelle génération, la modernisation. Voilà, il y a des vraies questions derrière, environnementales, sur l'agriculture, etc. Alors, j'aborde ces sujets sans pour autant, c'est pas pour l'idée de les politiser ou d'en parler, mais oui, je me dis que c'est dans l'air du temps et que ça pouvait jouer sur le contraste. Et que ça, en fait, je me sers de certains sujets pour amener d'autres sujets, mais pour donner une profondeur aussi. Une profondeur, mais pas forcément pour lancer une revendication. Moi, personnellement, là, c'est rare que je donne mon avis personnel, mais j'aime bien ce côté français où justement on a l'impression qu'il y a nos valeurs et notre environnement par rapport à New York pour le premier opus où tu te demandais ce qu'il faisait Kevin White à New York. Mais, alors surtout que, comme, voilà, pour reprendre pour la répercussion, tout partait d'un délire. Donc j'étais dans mon cinéma américain. C'était un peu Casa de Papel, hein, c'était, oui, un peu de Casa de Papel en avant. C'était Kevin White, il est aux États-Unis avec sa psychologue Shirley, il a perdu la mémoire. C'était un grand délire et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné quoi. Bon, par contre, il fallait que ça tienne la route, mais ça a fonctionné. Et ça marche super bien. Et dans le deuxième, donc on n'a pas beaucoup parlé du coup de l'inconnu de l'équation, mais c'est un peu un huis clos. Donc ça commence avec une sorte de scène en famille avec François et sa femme Juliette qui s'entretuent et la maison qui flambe. Et cette fois-ci, on est à Charbonnières-les-Bains, je crois, donc vraiment pas loin de chez nous, vers Lyon. Et dans ce contexte-là, il y a quand même un enfant qui est une victime collatérale, la grand-mère qui est restée dans la voiture, Mireille, qui donne sa version de ce qui aurait pu se passer, et puis un personnage de flic, donc une femme, une fliquette, je ne sais pas, une policière, pour reprendre tes mots, qui menait un peu son enquête et qui va être entendue et qui essaye aussi d'expliquer pourquoi on n'a pas pu empêcher ce drame. Et en fond de trame, on va avoir une victoire au loto, qui finalement a beaucoup changé la vie de cette famille-là et qui peut-être a un rôle à jouer parce que l'argent, ça a peut-être fait tourner la tête de certains de ses protagonistes. C'est très compliqué de comprendre tout de suite de quoi il s'agit, mais c'est un petit peu ça finalement. C'est ça. Et alors dans ce roman, j'ai voulu jouer avec. Alors il y a eu beaucoup de boulot de structure dans ce roman parce que voilà. Des interrogatoires croisés. On démarre par la fin. On place les personnages. Et il y avait 2 salles d'interrogatoire, donc fermées, où ni l'une ni l'autre ne savent qu'elles sont là. Donc les 2 témoins sont la grand-mère et la flic, donc en tant que témoin il n'y a que 4 heures, donc il y a une espèce de timing qui est tu précises bien qu'après elle serait sinon mise en détention, etc. Elle serait considérée comme potentiellement c'est ça, donc voilà, ils les prennent comme témoins pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec 2 versions
deux visions différentes, dans le passé et dans le présent. La grand-mère on repart un petit peu sur la vie de la famille, et la flic sur enquêtant, sur quoi elle enquêtait exactement. Et tout le principe était de passer d'une salle 1 à une salle 2, de narration, flashback, présent, passé, voilà. Mais qui apporte des éléments au lecteur. Et qui apporte des éléments au lecteur. Il les met quand même en regard et avance dans la résolution de c'est ça. Et le but, je le voyais ce moment comme un peu une montagne russe, c'est-à-dire que les premières parties, c'est le témoignage pendant 4 heures où on est dans le train et ça monte, et on rajoute, et on parcelle des éléments, et on rajoute des inconnus, des personnes qui disparaissent, des questionnements, des doutes, et en fait, plus ça va, plus ça monte, et plus ce qui semble être une simple affaire de drame familial va devenir comme une sorte de toile d'araignée, mais complètement nébuleuse, où les flics, au bout de 4 heures, finalement, ils en savent encore moins, ils sont encore plus paumés qu'au début, et ils lâchent ces 2 personnes, et après, ça descend, et ça va très très vite, parce que les révélations... On n'en rien, parce que sinon, on spoilerait. C'est ça, et le jeu, la structure, c'était de faire une révélation par tous les personnages qui ont pu intervenir dans cette histoire. Où tout le monde a son rôle, et je l'ai joué un petit peu à la Pulp Fiction en référence, où l'idée de Tarantino qui avait fait dans ce film, c'est qu'il avait fait son film, il l'avait découpé, et placer ses chapitres un petit peu dans tous les sens, c'était le principe de mais toi, ça ne part pas dans tous les sens. Ça progresse de manière à ce que justement on puisse reconstruire toute la vie de cette famille depuis qu'ils ont gagné au loto, et même avant, et qu'on comprenne. C'est ça, et en plus il y a le rôle de chacun. Il y a le rôle de chacun, et c'est vrai que je parle un peu de pas mal de faits, c'est-à-dire qu'il gagne au loto. Est-ce que ça pourrait être une histoire d'argent? Est-ce que ça pourrait être une histoire de couple? Est-ce que ça pourrait être une histoire d'amitié avec son ancien copain qui est parti, qui est revenu, etc. Donc en fait, j'ouvre plusieurs portes. Mon but, c'est vraiment d'ouvrir toutes les portes possibles, de perdre le lecteur sans perdre naturellement, parce qu'il ne faut jamais le perdre, il faut toujours le tenir, il faut le semer. Mais il faut le semer, c'est ça, il faut le semer, et à la fin, j'adore, c'est comme un tour de magie où on te présente quelque chose de la main droite. Oui, en général, le lecteur se dit, bon, ça y est, j'ai tout compris, il reste 50 pages. 50 pages, il va y avoir quelque chose. Il y a un truc qui va pas. C'est étrange, un rebondissement. Mais voilà, c'était tout le principe de ce roman, un peu comme les autres, mais dans celui-ci. Ouais, donc à chaque fois une référence cinématographique. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus de celui qui va apparaître au mois de février? Alors, 30 secondes, c'est un peu... Alors, voilà, Nemesis, c'était vraiment un one-shot particulier. On repart dans le thriller très psychologique, vraiment plus que psychologique que répercussion. 30 secondes, c'était parti aussi d'un délire. Je l'ai écrit rapidement, et finalement, c'est... En 30 secondes, encore même 30 secondes. Mais finalement, il s'avère beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et 30 secondes, ça se passe encore pas aux États-Unis. C'est l'histoire de Billy, un jeu de couple, c'est une histoire d'amour. Avant tout, je voulais une histoire d'amour, et c'est Billy, un jeune footballeur, enfin une future pépite du football américain, encore universitaire. Et on démarre par une scène de football américain où il y a un gros carton entre Billy et un des joueurs. Finalement, il se réveille, on le voit quelques mois plus tard, dans un état un peu fracassé, mal au genou, alcoolique, voilà, il fait soirée sur soirée. Enfin, on sent que sa carrière bat de l'aile et que ça va plus du tout, et finalement qu'il n'est plus le footballeur qu'il devait être. Et il va partir en voiture avec sa petite amie Tina, où finalement son couple est un peu en tension, et ils vont avoir un gros crash de voiture, un gros carton. Il va se réveiller à l'hôpital, et forcément il va se souvenir de tout. Il va être inquiet pour sa copine Tina, sa petite amie, c'est son amour de sa vie. Il va demander où est sa femme, est-ce qu'elle va bien, comment va-t-elle, et le médecin va lui répondre simplement, mais quand on vous a récupéré, vous étiez seul dans la voiture. Et donc là, il va pas comprendre, et en fait, il va tout faire pour retrouver Tina, la femme de sa vie qui a disparu. Et 30 secondes, c'est une histoire de timing. Et tout dans ce roman est une histoire de timing. Et je peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais je vais vous emmener dans 3 univers psychologiques, 3 étages, où je vais vous balader le lecteur dans une sorte d'ascenseur, et à chaque fois il va monter, descendre dans un étage, un deuxième, et puis repartir, et il va faire que ça, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à la fin. D'accord, on va être coincé dans un ascenseur. Une sorte de sas, je vais l'appeler comme ça. T'aimes bien coincer le lecteur, hein. Tu le séquestres, tu le malmènes, tu te dis on va jouer avec son cerveau, il va penser ça, mais moi je vais l'emmener dans telle autre direction. Un peu tordu tout ça. Oui, je pense que, pour des questions, si je suis pas tout seul dans mon cerveau, je pense que je me décortique le cerveau quand même. Si tu veux, j'ai tellement vu de films, alors je vais parler en termes de cinéma, j'ai tellement vu de films où des scénarios commençaient, c'était une idée hyper originale, ils ne savaient pas comment finir, il y avait une espèce de plouf où la fin était un peu bidon,
ou alors arriver à la moitié où tu avais déjà compris qui était le tueur, où tu avais déjà deviné la fin. Enfin voilà, c'est très frustrant. C'est une frustration que je refuse d'avoir avec mes livres. Donc je vais pousser les scénarios à un tel point où souvent c'est même un reproche parce que des fois je les pousse un peu trop. On m'a souvent dit t'aurais pu enlever 40 pages, t'aurais pu t'arrêter là, t'étais pas obligé. C'est le point de vue de chacun après. C'est subjectif. On aime bien s'arrêter quand ça correspond à ce que nous on aurait mis comme fin. Voilà. En se disant mais j'avais trop. Et moi je n'aime pas les fins. Je donne toujours une fin. C'est-à-dire que tout est lié. Je donne la fin à la fin, mais j'ouvre toujours une petite porte. J'aime bien arriver à un petit truc, je sais la fin. C'est pas pour une suite, c'est simplement pour une ouverture. Voilà, non, alors je ferai jamais de suite. Je fais que des one-shots parce que j'aime repartir avec des personnages différents, des enquêtes différentes. Et étant donné que je fais des intrigues tellement complexes où je vous donne la fin, faire une suite n'aura plus d'intérêt dans la complicité de l'intrigue, ça restera une histoire. Et écrire l'histoire pour une histoire. Une histoire autre avec les mêmes personnages. Voilà, pourquoi se cantonner à ce même monde? Tu l'as déjà fait. Voilà, pour moi c'est pas possible. Et je serais frustré et en plus ce serait bien moyen de se vautrer. Parce que finalement je me dirais bon bah ça ils vont s'en rappeler, je vais rentrer dans une facilité. C'est ça, c'est qu'il faut pas redonner les mêmes codes d'un livre à l'autre au final. C'est ça. Il faut se renouveler. Et pour moi je pense que à mon avis je me vautrerai. Et je pense que me renouveler, je préfère repartir pour me renouveler et tenter de faire autre chose avec le risque de se planter, parce que c'est vrai que on garde sa propre trame, sa propre patte littéraire, mais de faire autre chose, forcément l'inconnu d'équation, quelqu'un peut l'avoir adoré, Némésis peut l'avoir détesté, pour X raisons, comme répercussion, comme le prochain. Mais au moins je préfère me prouver à moi-même que je peux écrire un peu autre chose et prouver au lecteur que de me rester dans la même piscine et le risque de se noyer, quoi. Et ça arrive ça, des lecteurs finalement qui te suivaient et qui n'ont pas accroché sur un nouvel opus, ou finalement une fois qu'on a été conquis par ta plume, on accepterait n'importe quoi. Dans la majorité, ils sont conquis parce qu'ils aiment. Je pense qu'on a compris que quand on lit Xavier Massé, on va lire une intrigue complexe, ça va être un thriller, on va nous embarquer, c'est génial. Après, il y en a qui vont accrocher un peu moins sur telle histoire ou telle autre ou telle catégorie. Némésis, alors Némésis c'était particulier parce que c'était un frisson qui pouvait être dérangeant. Dès le début en fait, comme on touche au nouveau-né, peut-être. Voilà, c'est compliqué. Le monde dans le bateau, ça va tanguer. Et les 2 premières pages du prologue, ça mérite d'être clair, quoi. Mais alors par contre, je pense qu'ils aiment, mais ils mettent un ordre de préférence. Moi j'ai préféré celui-là ou autre, mais il n'y a pas eu sur mes lecteurs qui me suivent, il n'y a pas eu de grand haut et de grand bas. Désormais. Mais après il y a des lecteurs que je vois des avis sur Amazon avec une étoile, c'est pourri. Voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est pas. Il faut de tout. Exactement. Mais ça ne t'arrête pas de toute façon pour continuer, pour écrire. Un avis négatif, ça reste un avis isolé. On n'aime pas les avis négatifs, mais de toute façon, il en faut. Parfois, ils sont constructifs. Et puis, ici, ils sont constructifs, c'est les meilleurs. Voilà. Et puis, de toute façon, ça ne m'arrête pas, parce que j'ai déjà écrit le 5e, qui est en cours de correction. Et pour te faire la petite anecdote sur le 5e, j'ai voulu changer le prouver web que je pouvais sortir du jeu. Ouais. J'ai fait un roman à la narratif où je parle de tous les. Enfin, je parle. T'es un narrateur externe. Externe, en plus de multiples personnages, ils sont 10. Un roman choral. Ça s'appelle comme ça. D'accord, merci. Avec CH. Oui, un roman choral, c'est difficile à manipuler justement parce que tu peux perdre le lecteur qui se dit il y a trop d'informations. Je te confirme, c'est très. Je m'envoie. Là, pour le coup, t'as fait un brouillon, un plan? Non, toujours pas. Non, je me suis appris à 10 fois. Non, les idées venaient au fur et à mesure, les personnages aussi. J'avais l'idée un peu de faire un roman à l'anglaise. J'étais inspiré de certains films, romans à l'anglaise, des intrigues un peu à l'anglaise. Bon, alors ça sera pas comme ça, je te rassure. Mais voilà. Pourquoi ça devrait me rassurer peut-être? Mais par contre, oui, là, en termes de correction, il y a du boulot et je me fais énormément appuyer. Ophélie Cohen qui me corrige actuellement, là, il y a du job. Elle a du boulot. Elle a du boulot parce que voilà, il y a une petite touche et de raccord à faire pour essayer de s'en sortir. Mais on prend notre temps, il y a de l'avance encore. Oui, tout à fait, puisque nous on attend le tome 4, le 4e thriller. On a le 17 février, je suis impatient. Et c'est tout bientôt, donc pour les lecteurs et les auditeurs qui nous écoutent, je pense que ça va leur donner envie de découvrir. C'est 30 secondes.
C'est 30 secondes, voilà, et ça va très très vite, c'est un roman qui fait 250 pages et normalement, comme tous les autres, je vais vous embarquer rapidement. Eh bien, on sera ravis de le découvrir et puis ravis de te réinviter si tu veux parler de la suite. En tout cas, ça a été un plaisir, je te remercie beaucoup. C'est moi, merci Arrive FM, je suis très content, c'est une première et très content, je suis ravi. Eh bien, tant mieux. Nous, on est ravis en tout cas et puis on dit aux auditeurs qu'on se retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir.